Ce podcast existe grâce au soutien de Non-Violence 21, du CENAC, le Centre pour l'Action Non-Violente, et de l'association Sortir de la Violence. Il existe aussi grâce à tous les généreux donateurs et donatrices qui me soutiennent de manière ponctuelle ou régulière et que je tiens ici à remercier chaleureusement. Belle écoute. C'est d'abord une écologie de l'être humain, la non-violence. Ma lutte va être à travers la parole. Si tu mets la graine de violence, tu la retrouveras en face. Ne jamais obéir. Urgence climatique, justice sociale. D'abord dénoncer le système. Mobilisation citoyenne. On ne peut pas être dans la violence et l'humanisme à la fois. Bienvenue dans le podcast La force de la non-violence. Parce que la force n'est pas l'apanage de la violence, parce qu'on peut changer cette croyance et toute notre culture. Je suis Célia Grincourt et je vais à la rencontre de personnes qui ont choisi la non-violence et les stratégies d'action qu'elle nous offre pour se faire entendre, révolutionner ce monde ou simplement espérer survivre. Être en colère, c'est la bonne santé, vous savez. Désobéissance civile de masse. Dans le changement politique, on n'a pas le droit de rester amateur. C'est une question de vie ou de mort. Il nous faut des armes d'instruction massive. C'est une lutte. Donc l'empathie est le levain de la non-violence. C'est ça notre espoir. Le droit à la non-violence. Le droit à la non-violence éducative. I still have a dream. Ahimsa. Est-ce qu'on peut avoir la paix ? Est-ce que la paix, ça se possède ? Et si oui, à quel prix ? Au cœur de l'Europe, un État, la Suisse, réputé pour sa tranquillité et sa sécurité, aurait trouvé le secret de la paix perpétuelle. Ce secret, c'est la neutralité. Ainsi préservée, semble-t-il, de la violence, elle attire par ses paysages et sa qualité de vie. Pourtant, Philippe Beck, formateur en CNV et médiateur, proche du Centre pour l'Action Non-Violente de Lausanne, ne se prive pas de tendre vers une autre conception de la paix pour son pays. Dès lors, peut-on être en paix si l'on doit renoncer à avoir la paix ? Mon invité est bien suisse car il a trouvé lui aussi le secret. Et partageur, il en a même fait un livre, L'auto-empathie ou l'art de se connecter à soi-même. Philippe Beck, qu'est-ce que c'est pour vous la non-violence ? Il y a une formule que j'aime beaucoup, je ne sais plus à qui elle est due, c'est ni hérisson ni paillasson. Et ça résume pour moi le fait que la non-violence, c'est refuser de commettre de la violence face à autrui, refuser aussi d'accepter ou de se soumettre à la violence qu'on essaye de nous infliger, donc réagir, le contraire de la passivité. Et puis, sans doute le plus difficile, et là où on atteint le plus vite les limites, refuser la passivité lorsqu'on voit une violence en tant que témoin, donc qui n'est pas dirigée contre nous. Là où on a l'impression de pouvoir faire quelque chose, le faire. Gandhi disait déjà que le contraire de la non-violence était surtout la lâcheté. Que ne pas agir lorsqu'on voit quelque chose qui se passe et qui est de l'ordre de la violence, c'est finalement faire le jeu de la violence. Donc, ni hérisson ni paillasson, c'est une formule clé. Un autre terme que j'aime beaucoup en parlant de non-violence, c'est bienveillance. J'avais une discussion avec Jean-Marie Muller là-dessus, qui n'aimait pas, il disait non, mais c'est important le non. Et puis moi, je trouve que le non, parfois en tout cas vis-à-vis de certains publics, il est embêtant. J'ai retrouvé sous la plume d'une auteure que j'aime beaucoup, Juliette Tournant, qui avait écrit un bouquin, La stratégie de la bienveillance. Bienveillance, c'est vouloir du bien, vouloir le bien, c'est aussi bien veiller. Et j'aime beaucoup cette notion de veille quand on parle de non-violence. Juliette Tournant dit « De la qualité de ta veille dépendra la qualité de ton action ». Et la veille, au fond, c'est deux choses, paradoxalement, dans la langue française. C'est le contraire du sommeil, on est éveillé, et c'est aussi le contraire de l'action. Et cette sorte d'état un peu étrange, un peu entre deux, où on est attentif, où on est peut-être en train de faire le point sur soi, peut-être silencieux, est une préparation à l'action qui peut éviter les pièges de trop de spontanéité, disons. Donc cet état de veille, c'est quelque chose que j'essaye de cultiver aussi pour moi. La veille, c'est l'attention, en fait. La veille, c'est l'attention. J'ai de la famille au Japon, c'est quelque chose que je trouve fort au Japon. Les gens sont prêts. Beaucoup plus que chez nous, j'ai l'impression, on discute de ce qu'on va faire et tout d'un coup, pof, ils se lèvent, ils y vont, ils sont prêts. Alors que moi, je cherche mes clés, mon porte-monnaie, mes mouchoirs en papier, c'est délirant, j'ai 5 minutes de retard au départ de l'action, quoi. Et pourtant, vous êtes Suisse. En France, les Suisses ont réputation d'être à l'heure. Mais oui, mais il me faut un petit moment pour être prêt, quoi. C'est culturel, sans doute. Mais je trouve votre propos par rapport à ce mot non-violence intéressant. En fait, c'est vraiment une question à laquelle je suis confrontée régulièrement parce qu'il y a tellement de
préjugés sur ce mot. Beaucoup de gens assimilent non-violence à absence de violence. Et déjà, ça commence mal parce qu'ils te disent « mais ça n'existe pas ». Donc, ça ne pourra jamais marcher. C'est un mot qui est quand même compliqué, je trouve. C'est un mot qui est compliqué. Mais est-ce que vous trouvez que bienveillance permet quand même de couvrir tous les aspects de la non-violence ? Parce que c'est aussi ça. Moi, on m'a répondu, mais oui, mais la non-violence, ça permet de couvrir l'action non-violente, la non-violence personnelle, etc. Moi, je crois que cette notion de vouloir le bien pour soi, le bien pour autrui, le bien pour la planète, etc., il me semble qu'elle recouvre tout. Mais par rapport à la mythologie disant la non-violence, ça n'existe pas, je crois qu'il y a une grosse confusion très répandue entre violence et agressivité. Ce qui n'existe pas, c'est l'absence d'agressivité. Un bébé, ça naît avec de l'agressivité. Un bébé, ça mord, ça griffe, ça vous hurle contre, ça montre que c'est extrêmement fâché. Cette colère-là, elle est la manifestation d'une agressivité, d'une combativité. C'est parfaitement sain, naturel. Il faut de l'agressivité, autant pour la lutte non-violente que pour les luttes violentes, et même les luttes armées. Par contre, cette agressivité, il n'est pas fatal qu'elle débouche sur de la violence. Et là, je vais redire ce que déjà plusieurs de vos invités vous ont dit, de ce que j'ai pu suivre sur la force de la non-violence. La violence est en général un dérapage du conflit, c'est-à-dire que lorsqu'on ne sait plus comment résoudre le conflit par une autre manière, il y a ce risque de basculement dans le passage en force, dans le « je ne cherche plus de solution avec toi, je cherche une solution malgré toi, voire contre toi ». D'après Jean-Marie Muller, il y a toujours la mort en toile de fond de la violence, finalement. Exception à cette conception-là, c'est la violence calculée, la violence volontaire, alors qu'il soit de la violence institutionnelle, les gens qui savent très bien qu'ils sous-payent leurs ouvriers ou qu'ils oppriment les paysans qui travaillent pour eux, ou le gars qui vous attend au coin d'un bois pour vous piquer votre porte-monnaie ou vous faire du mal d'une autre manière. Là, on est dans une violence, on va dire, opérationnelle et voulue, intentionnelle. Mais pour 95% de la population, je pense que nos accès de violence, parce qu'on en a tous, il ne faut pas prétendre le contraire, on en a tous, nos accès de violence sont des dérapages lorsqu'on ne sait plus comment faire autrement et que les enjeux sont trop importants pour nous pour qu'on puisse bâcher. Et je crois que parfois, cette violence-là, celle que Domène Elder Camara appelait la violence des opprimés, qui est une violence réactionnelle, elle est préférable à la soumission, à la passivité, à se laisser écrabouiller. Moi, quand on me dit que certains enfants commettent des violences à l'école, perturbent, dérangent, etc., quand je vois comment se déroulent certains enseignements, j'ai plus peur de ceux qui se soumettent que de ceux qui s'insoumettent, même si ça prend des formes un peu éruptives. Et moi qui étais un enfant sage, je me repens d'avoir été un enfant sage. Et maintenant, je me dis, mais quel ballot, pourquoi j'embêtais pas un peu plus mes professeurs ? Mais je me suis rattrapé depuis. Alors justement, depuis longtemps, vous avez un parcours quand même de longue date dans la non-violence. Est-ce qu'on peut remonter quand même aux prémices Remontons. Et voir un petit peu avec vous ce qui vous a amené à vous consacrer à la non-violence ? C'est toujours compliqué de savoir exactement ce qui provoque certains changements. Moi, je sais que j'étais un gosse plutôt faible physiquement. J'avais très peur de la violence parce qu'elle était la plupart du temps dirigée contre moi par des plus grands, des plus forts. Je vivais à Berne où les gens parlent suisse-allemand, je parlais que le français, donc je comprenais déjà pas ce que les 9/10 des gens me disaient. Et puis, j'ai énormément lu, comme adolescent, les auteurs de l'entre-deux-guerres, des Camus, des Giono, des gens comme ça, qui étaient des pacifistes. Et je pense que ça m'a imprégné d'une manière ou d'une autre, de façon souterraine. Mon papa avait fait ce qu'on appelle la MOB en Suisse, c'est-à-dire la mobilisation défensive sur les hauteurs du Jura. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, on était revenu profondément convaincu qu'on s'était fichu de lui et que c'était pas en se promenant sur les crêtes avec un chien-loup à côté de lui qu'il empêchait Hitler d'envahir la Suisse. Donc il y avait aussi cet aspect-là. Et puis, je suis venu à Lausanne pour étudier. J'étais dans un foyer d'étudiants bourré de nationalités différentes. Il y avait plein d'Africains noirs, de Nord-Africains, de Vietnamiens. Et tous ces gens parlaient de révolution. Les latinos aussi étaient dans le même cas. C'était vraiment les années 70, les années de décolonisation, de lutte. On parlait beaucoup de révolution. Et les révolutions, sous-entendu, armées. Et il a fallu que je tombe... j'allais dire par hasard, mais c'est pas vraiment un hasard, que je tombe sur la pensée non violente
et que je lise Jean-Marie Muller en premier, puis d'autres auteurs, pour me dire il y a moyen de changer le monde autrement qu'avec des armes, qu'avec des fusils. Il y a moyen d'exprimer une solidarité autrement qu'en versant des sous pour les achats d'armes. Dieu sait si c'est d'actualité. À l'heure où nous nous parlons, il y a la guerre en Ukraine. Et la réaction des pays qui se disent démocratiques, c'est « allez-y, on balance de plus en plus d'armes aux Ukrainiens ». Est-ce que réellement il n'y a pas d'autre possibilité de calmer ce conflit que de verser de l'huile sur le feu? Je suis profondément mal à l'aise. Quand je disais que c'était un peu un hasard, non. En fait, on a toujours l'armée en Suisse, la conscription obligatoire. Et lorsque l'ordre d'aller me présenter au recrutement est arrivé, j'étais convaincu au fond de moi que je ne pouvais pas faire l'armée. Mais je savais rien, j'étais totalement dépolitisé. Donc, objection de conscience, pour moi, c'était rien de plus qu'un mot. J'avais aucune idée comment pratiquer. Heureusement, l'armée n'a pas voulu plus de moi que moi d'elle, pour des raisons médicales, ce qui m'a évité de trancher à ce moment-là. Mais en fait, lorsqu'il est venu des luttes pour l'obtention d'un statut d'objecteur de conscience en Suisse, notamment ce qu'on appelle une initiative fédérale, donc vous connaissez le système, on récolte des signatures, puis ça passe en votation, et je me suis tout de suite engagé là-dedans en me disant, si seulement il y avait eu un statut de civiliste, Dieu sait si j'aurais eu du plaisir à servir mon pays d'une manière non violente et non armée. Donc ça m'a conduit à m'engager, à découvrir le Centre Martin Luther King. En fait, c'est lui qui m'a découvert d'ailleurs. Donc toujours ça, c'est autour de l'objection de conscience. Ça, c'était toujours autour de l'objection de conscience. Et le Centre Martin Luther King, qui est devenu maintenant le Centre pour l'action non violente, s'est fondé autour de ces luttes, de défendre les objecteurs de conscience, organiser des simulations de procès d'objecteurs pour préparer les jeunes à ce qui les attendait, réunir une documentation, etc. Ça, c'était en 68. Et alors, quelle est pour vous l'histoire de la Suisse avec la non-violence? Oh, question difficile. Je ne crois pas qu'il y ait une histoire de la Suisse avec la non-violence. Vous savez, dans le mythe suisse, il y a la victoire de Morgarten, les victoires contre les Habsbourg, puis contre les Bourguignons. Ce mythe du paysan de montagne armé qui ratatine des citadins autrichiens, qui étaient d'ailleurs des Zurichois, mais bon, à l'époque c'était autrichien. C'est très prégnant. De même qu'elle est très prégnante, de moins en moins heureusement, mais enfin, moi quand j'étais jeune, le mythe du citoyen soldat et de l'armée de milice était quelque chose d'extrêmement fort. On est en Suisse, on est libre, parce que chaque homme a un fusil, et les fusils étaient à la maison, ils étaient au grenier. D'ailleurs, il y a beaucoup plus de morts par accident de fusil d'assaut maintenu dans les domiciles suisses que par toute autre arme de chasse, par exemple, comme ça, ce serait le cas sans doute en France. Moi, quand j'étais jeune, les objecteurs de conscience étaient encore vraiment extrêmement mal vus. J'ai travaillé au Centre Martin Luther King, d'abord comme militant, puis comme secrétaire. Dans les années 80, je recevais beaucoup de jeunes qui venaient se faire conseiller à ce propos-là. J'ai vu des jeunes à qui leur famille ne parlait plus, que leur bon ami avait quitté, que leur employeur menaçait de virer parce qu'ils étaient objecteurs. C'était pas facile en Suisse. C'est pas pour rien qu'on a été parmi les derniers en Europe à créer un service civil. Parce que c'est la population qui devait décider. En France, Louis Lecoing a fait une grève de la faim. De Gaulle a pas voulu que Louis Lecoing meure. Pouf, il y a eu un statut. En Suisse, vous pouvez mourir d'une grève de la faim. Le Conseil fédéral vous dira, c'est pas nous qui décidons, c'est le peuple. Ce qui est vrai. Donc, c'est compliqué. De l'extérieur, en tant que Française, moi j'ai toujours l'impression qu'au contraire, justement, les Suisses, ils arrivent à rester neutres dans les conflits. Nous, les Français, on livre des armes, justement, comme vous dites, aux Ukrainiens. On est de l'OTAN, etc. Enfin, on se sent beaucoup plus faisant partie d'un système violent. Vous voyez ? Oui, mais les Suisses vendent des armes aussi. On a plusieurs fois voté pour l'interdiction des ventes d'armes. Ça a chaque fois été refusé par la majorité du peuple parce que chantage aux places de travail, fantasme du chômage accru, etc. Et puis, il y a cette illusion que parce que nous avons des droits démocratiques plus étendus que les pays voisins, tout va bien. Et donc, si vous n'êtes pas content de quelque chose, lancez une initiative, ou si vous n'êtes pas content d'une loi, lancez un référendum. C'est pas compliqué, tu parles. Ça demande des milliers d'heures d'efforts et des dizaines ou des centaines de milliers de francs
pour aboutir une lutte de ce genre-là, ça prend des années. Même l'action directe non violente, je l'ai encore vu dans une action qu'on a menée il y a quelques années, une campagne contre les OGM. Il y avait un organisme de recherche agronomique en Suisse lançait des essais contrôlés de dissémination de blé OGM. On a monté un mouvement autour du Sénac pour s'opposer à ça. Et des gens nous disaient, mais enfin, vous n'allez pas mener des actions non violentes directes, vous n'allez pas faire des... C'était le moment où il y avait les arracheurs d'OGM qui étaient bien connus. On avait invité Jean-Baptiste Libouban, d'ailleurs, pour une conférence ici à Lausanne. Mais on nous disait, mais si vous n'êtes pas d'accord, utilisez les moyens démocratiques. Comme si l'action non violente n'était pas un moyen démocratique. La désobéissance civile, on entend ça régulièrement, encore maintenant avec le mouvement du climat. Mais enfin, vous n'allez quand même pas occuper un hall de banque ou peindre des mains en rouge sanguin sur des murs, alors que vous avez tous les outils démocratiques. Alors qu'on voit bien que la démocratie, telle qu'elle est vécue en Suisse, elle ne fait rien bouger, ou tellement lentement que ça ne résout pas les problèmes. Et alors, quelle est votre histoire particulière, vous, avec donc, le Centre Martin Luther King, devenu le Sénac, le Centre pour l'action non violente ? Le Centre Martin Luther King a changé de statut plusieurs fois. Au départ, comme je disais tout à l'heure, c'était pour l'objection de conscience et le service civil. Ensuite, il a eu une phase antimilitariste assez aiguë, avec collaboration avec des mouvements anarchistes notamment. Et puis, il y a eu le passage à la non-violence, en fait, avec notamment un ami, Michel Mégard, qu'il faudra que vous interviewez aussi une fois. Il faut que je revienne en Suisse, alors. Oui, il faut revenir. Qui a été suivre une formation donnée par un couple néerlandais qui s'était eux-mêmes formés avec Martin Luther King et qui a commencé de développer les formations à la non-violence, à l'action non-violente ici en Suisse romande. Et donc, j'ai été pendant 5 ans secrétaire au Centre Martin Luther King. Après, j'ai repris la guidance d'un mouvement que j'avais largement contribué à introduire en francophonie, les Brigades de paix internationales, Peace Brigades International. Donc voilà, moi j'ai quitté le secrétariat du Centre Martin Luther King. Maintenant, il n'y a même plus de secrétaire, il y a un comité qui fait un boulot énorme et magnifique. Il travaille sur quoi ? Il travaille déjà sur la gestion au quotidien et puis à essayer de maintenir des liens avec différents mouvements. Par exemple, à travers les formations, on a pu contacter pas mal d'organisations d'intégration des étrangers, de lutte contre le racisme, etc., pour favoriser la venue dans ces formations de personnes migrantes aussi. Collaboration aussi avec Extinction Rébellion. Depuis quelques mois, on a donné plusieurs formations pour les militants d'Extinction Rébellion ici en Suisse romande. On est en discussion ici avec l'État de Vaud pour développer une politique d'un État bienveillant et bien traitant. Alors, pourquoi et comment vous vous êtes formé à la communication non violente ? Moi, au départ, j'étais plutôt un intellectuel, j'étais un grand lecteur. Et puis, je me suis rendu compte, dans les actions non violentes auxquelles je participais, que les lectures ne me permettaient pas de modifier des comportements archaïques qui étaient les miens, notamment un peu une oscillation entre la tendance à l'agression et la tendance à la fuite, pour le dire simplement, le cerveau reptilien. Je me suis rendu compte, par contre, qu'ayant suivi quelques formations sur des week-ends à l'action non-violente, ça, les jeux de rôle, etc., permettaient d'engrammer en moi des comportements nouveaux et de modifier mes comportements. Et j'ai trouvé ça tellement génial, je me suis dit, il faut vraiment développer ça et j'ai envie d'y contribuer. Donc je me suis formé un peu sur le tas, pensant essentiellement à l'action non-violente au départ. Puis, il y a eu une évolution dans les pratiques de formation dites à la non-violence qui ont tourné progressivement d'une formation à l'action non-violente politique, à l'action non-violente directe, vers la résolution non-violente des conflits. Mais je crois que ça correspondait à une époque où beaucoup de militants créaient des familles, avaient des bébés, des petits-enfants, puis réalisaient avec un peu de consternation que toute la violence qu'ils savaient si bien maîtriser dans les actions de rue, elle ressortait dans le couple, elle ressortait à l'égard des petits, et donc il fallait faire quelque chose. Et il y a eu ce changement de regard et une sorte de redirection de l'action non violente un peu vers l'intérieur. Et puis en matière de communication, déjà dans les années fin 84, je crois, les premières formations que j'ai données, on parlait de la communication, on disait il faut parler en jeu, on disait il faut reformuler, mais on n'avait aucune technique plus précise. Et puis un copain du Centre pour l'action non violente m'a parlé de tu connais Marshall Rosenberg, j'ai été suivre une formation, c'est vraiment bien, moi j'ai trouvé génial. Voilà, Marshall Rosenberg venait très régulièrement en Suisse. La légende disait qu'il avait un peu une bonne amie du côté de Bâle, j'en sais rien.
En tout cas, il était souvent fourré en Suisse et j'ai pu aller suivre des formations avec lui. Et j'ai trouvé qu'effectivement, d'une part, ça mettait des techniques plus précises que ce qu'on avait auparavant, et d'autre part, que ça ne se limitait pas à des techniques, qu'il était vraiment, en tout cas lui, très ancré sur un état d'esprit. Et ça m'a bien convenu, j'ai trouvé qu'on était au centre de quelque chose. Après, la communication non violente, c'est génial, et Dieu sait si c'est une aide, mais il ne faut pas se leurrer, on ne résout pas tout par la communication. Quand quelqu'un ne veut pas entendre, il faut passer à autre chose, et notamment à l'action non violente directe. Donc pour moi, ça reste une nécessité d'avoir ces différents moyens d'action, mais tant qu'on peut mener un dialogue paisible, bien sûr que c'est la meilleure des choses à faire. Et vous dites donc qu'il avait un état d'esprit, Marshall Rosenberg, et qu'est-ce que ça signifie Il n'y a rien de plus horrible que la communication dite non violente, utilisée comme moyen, comme technique. J'ai donné des cours trop brefs à la communication non violente à des étudiants. J'avais genre 1 ou 2 demi-journées à disposition et je leur disais, écoutez, la technique, elle suit. Mais si vous acquérez les bons gestes mentaux, les bons repères, la bonne manière de vous centrer sur ce qui est important, déjà simplement, qu'est-ce qu'il est urgent de faire en cet instant précis? C'est de parler, c'est d'écouter l'autre, de m'écouter moi-même, de faire du calme intérieur. Si vous avez ces réflexes-là, vous êtes dans le juste. Et la communication, au sens technique, elle va suivre automatiquement. Mais la technique, sans les savoir-être qui sont derrière, c'est un truc de marchand d'encyclopédie au porte-à-porte, quoi. Moi, j'ai vu des gens qui reformulaient mécaniquement tout ce qu'ils entendaient. Ça m'est arrivé avec une formatrice. On était tout un groupe, on devenait fou. On lui disait, là, il faut qu'on fasse une pause. Et elle nous disait, vous auriez besoin d'une pause. Oui, on l'a fait maintenant. Démentiel. Alors, dans votre livre « Auto-empathie, l'art de se connecter à soi-même », il y a un chapitre où vous expliquez comment vous-même, vous avez procédé pour apprendre cette connexion à soi. Alors, est-ce que vous pouvez raconter votre expérience ? Oui. Il faut savoir se driller, quoi. Quand on veut changer quelque chose, c'est jamais si simple. Et moi, je suis quelqu'un d'assez réactif et un peu trop spontané par nature. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris un petit réveil de cuisine, je l'ai mis sur 30 minutes. Et chaque fois que le réveil sonnait, donc toutes les demi-heures, je m'arrêtais quoi que je sois en train de faire. Je me demandais comment j'allais. Et j'ai eu plein de surprises. Parce que, oui, dans notre vie, je pense qu'on est tous et toutes voué à une efficacité sans mesure, à faire le plus vite possible, le mieux possible, et on oublie de se demander comment on va. Et tout d'un coup, de découvrir, mais je suis un peu en colère, là, ou je suis un peu stressé, j'ai l'impression d'être inquiet. Pourquoi je suis inquiet ? De prendre ce temps-là et de se demander ce qu'il y a à faire et d'agir. Parfois, c'était tout simple, Je travaillais pour les brigades de paix internationales à l'époque. J'avais pas de chef, ce qui veut dire que j'en avais 15. C'est-à-dire que chaque projet, chaque bureau me téléphonait ou m'envoyait un mail en disant il faut absolument que tu nous trouves 20 000 francs, il faut absolument que tu nous organises un hearing à l'ONU, il faut absolument. Et quand vous avez ces collisions de choses, vous stressez, top, qu'est-ce que je fais de ça ? Je suis énervé, ça va pas. Ok, je vais démêler ces chevaux, je vais téléphoner ou écrire un tel, disons, c'est quoi le vrai délai ? Ok. Et ne pas redémarrer dans l'action avant de me sentir bien. Et là, j'ai redécouvert, je reviens à Juliette Tournant, dont je parlais tout à l'heure, parce que je trouve très, très chouette sa présentation. Elle parle du mouvement vers soi, du mouvement vers l'autre et du temps de veille. On revient à la veille. Et le mouvement vers soi, finalement, c'est l'expression. Le mouvement vers l'autre, c'est l'écoute. Et puis, ce temps de veille, d'immobilité, c'est pour moi le moment de l'auto-empathie. C'est-à-dire, pas se contenter de rien faire, mais d'entrer en soi avec une introspection vigilante et bienveillante. Parce qu'on peut aussi avoir une introspection autoflagellatrice, c'est comme ça qu'on dit ? Autoflagellation. J'ai encore raté, j'aurais dû faire, c'est toujours la même chose, je ne suis pas capable de... Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de se dire, comment je me sens là ? C'est le signe de quel besoin, de quelle valeur meurtrie ou satisfaite, et de repartir de là, sur des voies peut-être plus sûres. J'ai vu trop de gens qui ont fait des années de communication non violente, qui ont fait 5-10 cours, mais qui, au moment où ils sont troublés, où ça chauffe, où ils sont dans un conflit, ils perdent complètement ces moyens-là et ils oublient complètement la communication non violente. Pourquoi ? Parce que les émotions prennent le dessus.
Et donc, pour moi, la seule chose qu'on puisse faire dans ces moments de conflit où on n'est plus capable de s'exprimer de manière non violente, on n'est plus capable d'écouter l'autre de manière non violente, c'est de se taire et de faire le point à l'intérieur de soi. Et je constate que chaque fois que j'y arrive, c'est génial. Et j'en suis venu à penser que les grands sages que tout le monde cite, les Dalai Lama et autres, sont tout simplement des gens qui gardent en permanence cette vigilance sur eux-mêmes. Et c'est vrai que moi, dans votre parcours, c'est ce qui m'a le plus intéressée, parce que je trouve qu'il peut y avoir dans la non-violence et dans les milieux non-violents, quel que soit le domaine, beaucoup de violence, justement parce qu'on ne correspond pas, on n'est pas assez cohérent avec notre volonté d'être non-violent. Par exemple, en tant que parent, on veut être non-violent envers nos enfants, mais du coup, on passe notre temps à se sentir nul, à se sentir horrible, etc. Parce qu'évidemment, nous-mêmes, on a une éducation, on a plein de choses à quitter, des comportements, des conditionnements, des croyances. Ou même dans l'agriculture biologique, il ne fait pas comme il faut. Enfin, du coup, on est tout le temps en train de s'auto-flageller, comme vous dites. Oui. Et c'est au-delà des croyances. Je crois que c'est des archaïsmes. Et lorsqu'on est dans des émotions fortes, ce qui nous revient, ce qui nous vient comme piste de comportement, c'est les choses les plus profondément ancrées en nous. Donc, c'est ce qui nous arrivait comme gosse. À moins qu'on ait justement mis dans la cartothèque mentale des cartes plus récentes, bien engrammées. Et on revient à l'utilité des jeux de rôle et de ce type de techniques qui permettent de faire, parce que écouter, entendre, lire ne suffit malheureusement pas. Il faut passer par le corps. Il faut passer par le corps, Et nos émotions, elles se logent dans le corps, elles ne se logent pas que dans le cerveau. Et donc, et d'ailleurs, il y a des expressions corporelles pour chaque émotion, je crois. Oui, il y a des expressions corporelles et il y a des expressions à propos du corps. J'en ai plein le dos, j'en ai par-dessus la tête, j'en ai plein les pompons. Oui, c'est toutes des choses qui nous parlent du corps et on ne se rend même pas compte à quel point elles sont vraies, elles sont justes, ces expressions-là. Combien il y a de dos bloqués qui sont liés à des ras-le-bol. Et certaines personnes ont beaucoup de peine à nommer leurs émotions, leurs sentiments, uniquement à partir du cerveau. Par contre, si on leur dit « Qu'est-ce qui te dit ton corps ?», là, tout d'un coup, ça s'ouvre. On arrive à lire le corps comme on peut lire un livre, c'est vrai. Alors, dans la communication non violente, il y a un processus en 4 étapes. Peut-être vous pouvez nous le rappeler, je ne sais pas. Comment on peut l'appliquer et l'adapter pour soi, ce processus ? Oui, alors les 4 étapes standards de la communication non violente, c'est d'identifier, de rappeler les faits, de quoi parlons-nous, histoire d'éviter les malentendus. L'observation, comme ça s'appelle. D'évoquer ensuite le sentiment ou l'émotion. Moi, je fais une distinction entre les deux, que ces faits provoquent en soi. De tâcher, et Dieu sait si c'est pas facile, de mettre des mots sur le ou les besoins ou valeurs qui sont touchés et qui sont les vraies causes de ces sentiments ou émotions. Et puis ensuite de faire une demande, qui peut être une demande à soi, qui peut être une demande à l'autre. Voilà, ça c'est des étapes standards, mais encore une fois, je crois que le cœur de la communication non violente, c'est surtout de se demander, oui, comment je me sens et comment se sent l'autre, et d'être au clair que les émotions, elles viennent jamais comme ça. Même chez un petit enfant qui se roule par terre parce qu'on lui a demandé de venir manger et puis que ça le dérange dans son jeu, c'est pas un caprice, c'est pas une provoque, c'est parce qu'il y a des besoins très forts derrière. Il y a des besoins ou des valeurs. Chez moi, il y a parfois... Oui, alors c'est intéressant la distinction entre besoins et valeurs, parce que c'est pas exactement pareil. Parce qu'on est quand même des êtres de valeur aussi. Vous voyez, si quelqu'un se met... ça m'est arrivé dans un bistrot de voir un gros costaud un peu sous influence de la boisson commencer d'avoir des propos entre moqueurs et agressifs à l'égard d'un monsieur de couleur qui était à 2 tables de lui. Ça me trouble, ça me touche, mais j'ai aucun besoin atteint. Mes besoins, ils concernent que moi. Je n'ai pas besoin que monsieur X respecte monsieur ou madame Y. Donc, si ça me touche quand même, c'est au niveau des valeurs que je ne souhaite pas qu'on traite les gens de cette manière-là. Alors là, justement, dans cet exemple, comment ça peut se passer si on fait de l'auto-empathie ? Est-ce qu'on a le temps ? Oui, en général, on a le temps parce que, voilà, à moins qu'il y ait un couteau qui sorte, là, en l'occurrence, ce n'était pas le cas. Oui. L'auto-empathie, ce serait de se dire d'abord, comment ça me touche ? En quoi ça me touche ? Ouais, il y a ma valeur respect qui est vraiment offusquée. Si j'ai pris conscience de ça, ça va m'éviter
d'une part, de ne rien faire en me disant quel salopard, en distribuant les bons points et les mauvais points, mais de me sentir quand même pas bien après, ça va aussi m'éviter de réagir par un manque de respect symétrique à l'égard de l'auteur en lui disant espèce de gros con, comment tu te permets de parler à ce monsieur, ce qui serait une autre façon d'enseigner le respect, soyons francs. Donc, l'auto-empathie, pour moi, c'est quelques secondes, il n'y a souvent pas besoin de plus de 5, 10, 15 secondes, de veille à se dire où c'est que ça me touche exactement et donc quel est le mode d'action qui aille en direction de nourrir mieux ce besoin ou cette valeur frustrée en moi. Mais c'est vrai que ça demande un entraînement. Oui, ça demande un entraînement et ça réussit pas tous les coups. Je me demandais à ma femme. Qu'est-ce que je peux faire de plus adéquat en direction de la vie? Marshall Rosenberg n'aimait pas tellement d'ailleurs ce mot de besoin à nourrir. Il disait, il y a un côté un peu comme s'il y avait tout le temps des trous à boucher. Lui, il parlait vraiment de la vie. Qu'est-ce qui est vivant en toi et qu'est-ce qui pourrait contribuer à enrichir encore la vie en toi? C'est ça le centre. Où c'est qu'il y a de la vie et où c'est qu'on sent qu'il n'y a pas de vie. Et là, on rejoint la petite enfance, d'ailleurs. Les petits, c'est des bombes de vie. Et tout ce qui les freine de leur vie, vous essayez de les prendre par la main quand ils ont envie de marcher tout seuls, ils se débattent comme des malades parce que c'est mortifère. C'est une contrainte, quoi. Ouais, et nous, Dieu sait si on a adopté des contraintes, les adultes. Moi, je ne connais pas d'adultes vraiment libres, malgré tous les beaux discours. On est bourré de contraintes. En partie, il le faut. La vie en société fait qu'on ne peut pas... Voilà. Et la vie en ville, encore plus, bien entendu. Mais malgré ces contraintes, aller rechercher qu'est-ce qui est vivant en nous et lutter contre ce qui ne l'est pas. Et je pense que la non-violence, c'est autant ça à l'égard de nous-mêmes. Et pour revenir à l'auto-empathie, moi, ce que j'ai découvert, c'est que c'est dans la mesure où j'arrive à être OK avec moi-même et en paix avec moi-même que je suis aussi adéquat avec les autres. Oui. Dès que je quitte l'auto-empathie, je suis l'être le plus casse-pied, le plus exigeant, le plus despotique que vous puissiez imaginer. Franchement. C'est ce que vous dites dans ce livre, c'est que l'auto-empathie, c'est la porte d'entrée pour mieux vivre avec les autres. Pour mieux vivre avec soi-même et avec les autres. Ça en dépend. Je crois qu'un certain Jésus, moi je ne suis pas chrétien, mais le « aime ton prochain comme toi-même », les églises traditionnelles ont complètement oublié l'aspect comme toi-même. Et c'est devenu « aime ton prochain, punct ». Et oublie-toi. Oui. Oublie-toi le plus possible, alors que c'est pas possible. C'est pas possible. Aimer les autres, ça passe par s'aimer soi-même déjà. Donc vous dites que vous n'êtes pas chrétien, et dans votre livre, vous faites quand même... Il y a un passage sur la culpabilité. Oui. J'ai trouvé intéressant parce que c'est vrai que la culpabilité, c'est tellement relié à la sphère judéo-chrétienne. Maintenant, on la fuit comme la peste. Et vous expliquez que en soi, ce n'est pas non plus à rejeter complètement. Oui, alors la culpabilité, c'est quelque chose qui m'a valu du courrier. Et d'ailleurs, des discussions avec mon éditeur qui avait publié peu avant un petit bouquin contre la culpabilité. Ce qui est malsain, pour commencer par tout de suite calmer les auditeurs que ça agacerait, ce qui est malsain, c'est de plonger des gens dans la culpabilité, de les maintenir dans la culpabilité, de cultiver la culpabilité, la culpabilisation. Par contre, le fait de nous sentir coupables, c'est quoi ? C'est le fait d'avoir de l'empathie à l'égard d'une personne et d'avoir l'impression, justifiée ou non d'ailleurs, que son mal-être, que sa douleur, sa souffrance est quelque part causée par notre comportement ou par notre absence de comportement. Et l'empathie nous permet de sentir, de flairer que l'autre n'est pas bien, et de nous-mêmes nous sentir pas bien, grâce sans doute à des phénomènes genre neurones miroirs, je ne sais pas, moi je ne suis pas biologiste, mais c'est ce malaise en nous, lié au malaise de l'autre, qui nous donne envie de changer de comportement. Moi je crois que notre altruisme, il est profondément lié à l'empathie et à la culpabilité. Je me sens coupable, pourquoi ? J'ai l'impression que ce que j'ai fait ou ce que je viens de dire fait du mal à une personne. Et parce que je ne me sens pas bien à cause de ça, je vais essayer de changer de comportement ou de m'excuser ou de revenir à des rapports plus normaux. Preuve en est que les gens qui ne se sentent jamais coupables sont aussi des gens profondément asociaux. Alors, vous avez fondé une association, vous avez cofondé une association de médiation de voisinage. Oui. En quoi ça consiste et surtout, est-ce que vous pouvez nous raconter les bienfaits que ça apporte ? On vit dans une société urbaine, de nouveau pressée par le boulot, par les impératifs de toutes sortes, fatiguée, etc. Donc avec énormément d'intolérance aux voisins,
Parfois dans des immeubles qui sont mal construits où tout s'entend, ça aide pas. Et puis ces conflits, très souvent tournent autour du bruit ou des odeurs. Très vite, le conflit passe des objets à la personne. On se fait des scénarios, on se met dans la tête que l'autre fait exprès. Et systématiquement, on retrouve des besoins de respect, des besoins d'attention derrière. On entend des choses, là, quand les gens nous téléphonent, du genre, mon voisin prend un bâton de ski pour taper sur le radiateur. Et comment vous savez ? Ah ça, je suis sûr, c'est le bruit d'un bâton de ski sur un radiateur. Bon, quand vous en parlez aux voisins, inutile de dire qu'il soit il rit, soit il est consterné, disant, mais enfin d'abord je fais pas de ski, j'ai pas de bâton de ski, puis vous croyez que j'ai rien d'autre à affiche que de taper sur les radiateurs, c'est quoi ce truc ? En fait, c'est des bulles d'air qui résonnent, mais comme il y a un conflit avec le voisin, quand mon radiateur fait du bruit, c'est sûrement lui, et comme ça me rappelle le bruit d'un bâton de ski, etc. Donc ça, c'est des constructions, et la médiation, qui est un outil merveilleux, d'apprentissage aussi d'ailleurs à la communication non violente et à résoudre les conflits. Moi, je suis devenu médiateur beaucoup dans cet espoir d'apprendre à des gens qui n'iront jamais lire des bouquins là-dessus et qui n'iront jamais suivre mes cours ou les cours d'autrui, leur montrer qu'on peut se parler et se comporter de manière non violente. Et ce qui est très marrant, quand on commence une médiation, il y a monsieur ou madame A qui dit son point de vue, monsieur ou madame B, et des fois vous dites est-ce qu'on parle de la même chose ? Parce que c'est des récits tellement différents. Je vous donne un exemple qui, pour moi, restait un standard. 2 dames à Lausanne, voisines, et il y en a une qui se plaignait des odeurs de cuisine et des bruits insupportables de vaisselle brinque-ballée, etc. Surtout le week-end. Et la voisine dit, c'est quand même curieux parce qu'on a un petit chalet avec mon mari et tous les vendredis soirs jusqu'au dimanche soir, on est à la montagne, on n'est pas à la maison. Donc là, vous vous dites, oui, ça va être compliqué. Et puis finalement, on était quand même arrivé à leur faire, à elles, trouver un accord. On ne saura jamais. Est-ce que c'est vrai que la dame allait au chalet ? Est-ce que c'est vrai qu'il y avait des bruits ? Est-ce que les bruits venaient d'un autre appartement ? On ne saura pas. Mais le simple fait d'avoir accepté d'entendre la souffrance de l'autre et de se dire que c'est pas rigolo. Oui, je comprends, si vous souffrez du bruit, c'est pas marrant pour vous. Je continue de penser que c'est pas moi qui le fais, ce bruit, mais je comprends. Et le fait d'entendre « je comprends » de la part d'une personne qu'on s'est mis à haïr depuis des mois, change la vision qu'on en a. Et dès qu'on a changé la vision sur la personne d'en face, du coup, on devient plus tolérante. C'est vraiment marrant. Moi, j'ai un exemple personnel là-dessus. J'avais une voisine du dessus. Elle se levait le matin nettement plus tôt que moi et ça fait ch'tong, ch'tong quand elle posait les pieds. Souvent, j'entendais déjà son réveil. C'était mal insonorisé, etc. Et franchement, elle m'agaçait. Puis on a fait connaissance, on s'est mis à boire des pots ensemble. Et à partir de là, c'était, au lieu de me dire, c'est encore cette andouille qui fait du bruit en se levant, je me disais, c'est la pauvre Corinne qui doit déjà se lever aujourd'hui. Et ça change tout. Le bruit est le même. J'étais réveillé pareil, mais ça avait cessé de m'agacer de la même manière. Donc la médiation, c'est ça, c'est un outil de pacification en changeant le regard des gens. Alors, en vous retournant sur votre expérience et en regardant le monde tel qu'il est aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaiteriez encore explorer, apporter, chercher pour rendre cette société moins violente et plus aimante, bienveillante ? La lenteur. Je crois que de nos jours, la vitesse est un des pièges principaux. Déjà parce que ça nous éloigne de l'auto-empathie et de nos capacités d'écoute et d'auto-écoute. Quelque chose de l'ordre de la douceur aussi. Prendre le temps et la peine du regard sur l'autre. C'est très intriguant de voir se comporter des gens dans la rue. Chacun a ses écouteurs sur la tête, regarde son smartphone et ne s'occupe absolument plus de ce qui se passe dans son environnement. 2 amoureux sur un banc, au lieu de se bécoter, ils se montrent mutuellement ce qu'ils ont sur leur téléphone en rigolant comme des bossus. Je comprends juste pas, quoi. Et je pense que cette dérive, elle est dangereuse. J'ai essayé ces dernières années d'articuler un peu mon action, on va dire, plus lointaine avec de l'action plus locale. J'ai lancé ici à Morges avec quelques copains et copines une association d'éco-jardinage, donc de jardinage biologique partagé.
J'aime bien faire ça. Là, on a devant chez moi maintenant un jardin partagé et c'est des occasions d'activités lentes, d'activités où on retrouve le contact, où on est en contact avec des gens différents, où on encourage le petit de 2 ans à nous aider à arroser même s'il nous en flanque plein les souliers, où il y a la personne un peu handicapée, elle a du bonheur à manipuler des petits plantons. Voilà, c'est des types d'activités où je retrouve du sens, où je mets du sens. Merci beaucoup, Philippe Beck. Merci Célia. Et pour nous quitter, en résonance avec l'appel à la lenteur et à la douceur lancé par mon invité, je propose d'écouter la magnifique artiste suisse, Alva Loon. Soft and golden the land where the winds blow through, I unfold a blossom with my hand, and I wished I could bloom like that too, simple and free, just a flowering me. Hush, 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 I know these things will come all. Si vous avez apprécié ce moment passé ensemble, commentez-le, partagez-le, mettez beaucoup d'étoiles. Et si vous voulez m'aider à poursuivre cette mission que je me suis donnée de diffuser la culture de non-violence et à continuer ce travail passionnant, vous pouvez me faire des dons ponctuels ou réguliers en cliquant sur l'onglet « Soutenir » du site force-nonviolence.fr. Je vous souhaite d'utiliser vos peurs, vos colères et vos révoltes comme un moteur pour agir et transformer ce monde. Ahimsa. With round, marveling eyes, the beauty, and I wish that I could stand like them tall, indestructible, strong. Hush, 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 I know the seeds are still small, first the snow covers all.